Madame la présidente de la commission des sanctions, chère Valérie Michel Amselem, mesdames et messieurs les membres de la commission des sanctions et de l'AMF, mesdames et messieurs les avocats universitaires, chers collègues, merci de me donner l'occasion d'intervenir lors de ce 18e colloque de la commission des sanctions de l'autorité des marchés financiers. Les marchés financiers sont avant tout construits sur la confiance. Cette confiance se bâtit par la règle, se vérifie par le contrôle et, lorsque c'est nécessaire, se maintient par la sanction. Une sanction que je qualifierais de bras armé de la régulation. En France, vous le savez, le dispositif de sanction repose sur une architecture à deux piliers qui ne se confondent pas. La voie pénale qui sanctionne les atteintes les plus graves à l'ordre public économique et la voie administrative qui garantit l'effectivité de la régulation sous le contrôle du juge de recours. Le programme de cet après-midi nous invite à interroger la complémentarité des dispositifs et en éprouver la méthode. Ces deux piliers complémentaires ont, vous l'avez dit, pour point commun de donner une place singulière, clé à la Cour d'appel de Paris, puisqu'elle juge des affaires en provenance de ces deux voies. Intervenant sur ces deux volets, elle joue donc un rôle clé et structurant pour la place financière de Paris. Cette architecture a, me semble-t-il, atteint sa maturité. Elle est lisible, prévisible et porteuse d'un dialogue fécond entre juges, régulateurs, parquets spécialisés, avocats et universitaires, d'ailleurs réunis aujourd'hui. C'est à cela que l'on doit la robustesse du dispositif français qui mérite d'être mieux connu au-delà du cercle restreint des spécialistes. Je vous remercie donc, Madame la Présidente, de m'en donner l'opportunité. Je commencerai par évoquer ce système fondé sur la dualité pénale et administrative, maintenant parvenu à maturité, avant d'aborder le dialogue des juges dans le contentieux des sanctions de l'AMF, un facteur d'unité ou de convergence. Sanctionner poursuit trois fonctions: punir et dissuader par des sanctions qui dépassent le gain obtenu, éduquer par la motivation des décisions et corriger lorsque cela est nécessaire. Ces fonctions sont communes aux voies administratives et pénales, mais les grammaires de chacune diffèrent. La voie de la régulation économique, encadrée par le règlement du 16 avril 2014 relatif aux abus de marché, est assurée par l'AMF et sa commission des sanctions, dont les décisions peuvent faire l'objet d'un recours devant la Chambre de la régulation économique de la Cour d'appel de Paris au sein du pôle 5 et dont les membres sont présents ici. Cette organisation est pleinement opérationnelle et constitue, je crois, un outil efficace de protection des marchés. Elle couvre les manquements d'information, de transparence et d'organisation. Elle agit vite, publie ses décisions pour informer, incite par la prévisibilité de sa ferme jurisprudence. Elle transige aussi avec les accords de composition administrative dont vous avez parlé, faisant d'ailleurs ainsi écho au développement de l'amiable et des dispositifs transactionnels bien connus dans le domaine judiciaire, aussi bien en matière civile que pénale. La voie pénale, quant à elle, est organisée conformément à la circulaire du même jour relative aux sanctions pénales applicables aux abus de marché, qui établit des règles minimales en matière de répression applicables aux opérations d'initiés, à la divulgation illicite d'informations privilégiées et aux manipulations de marché. Elle mobilise les juges d'instruction spécialisés du tribunal judiciaire de Paris et, en cas de recours, les chambres de l'instruction, mais aussi correctionnelles de la Cour d'appel de Paris au sein de ses pôles 2 et 7. Cette voie répressive marque la ligne rouge à ne pas franchir
et sanctionne les actes intentionnels les plus graves, souvent associés à d'autres formes de délinquance, criminalité organisée transfrontalière, corruption, blanchiment. Ainsi, la voie pénale porte un blâme social fort. Sa procédure offre en outre un référentiel très protecteur des droits de la défense et reconnaissons-lui également une prise en compte plus directe des victimes avec la réparation intégrale de leurs préjudices devant la juridiction pénale. Le principe non bis in idem, consacré par plusieurs décisions européennes et constitutionnelles, a clarifié l'allocation des affaires. Une seule voie pour les mêmes faits et les mêmes personnes. L'aiguillage entre ces registres n'a pas organisé une compétition, mais en réalité une complémentarité. Ensemble, ces deux voies assurent une protection complète de l'intégrité des marchés. Mais nous pouvons encore progresser, je crois, en renforçant la collaboration entre les voies pénales et administratives. Vous l'avez rappelé, les enquêtes de l'AMF nourrissent déjà de manière décisive les procédures pénales. La conformité au droit de l'Union européenne de certains de ses pouvoirs d'investigation, notamment en matière de recueil de données numériques, a d'ailleurs été contestée dans le cadre de procédures d'instruction pénale. Et sur question préjudicielle de la Chambre de l'instruction, la Cour de justice de l'Union européenne, par un arrêt du 20 septembre 2022, est venue encadrer, mais donc reconnaître, ce pouvoir d'investigation de l'AMF. Si les pénalistes bénéficient des mesures d'enquête intrusives que sont les interceptions téléphoniques, la géolocalisation, encore les sonorisations, les juges d'instruction butent sur deux réalités: le temps de la preuve et la technicité de la preuve. L'AMF dispose, elle, d'une surveillance de marché en temps réel, d'un accès maîtrisé aux intermédiaires et aux canaux internationaux. Elle dispose d'une expertise en termes d'analyse des opérations en bourse et des évolutions du cours des titres. Les comparaisons internationales, en particulier avec le Royaume-Uni, les États-Unis, montrent la valeur de dispositifs très intégrés associant les compétences des marchés et capacités d'enquête. Pour lutter contre la criminalité organisée de grande envergure, la France pourrait atteindre ce standard sans renoncer à ses équilibres en adoptant une passerelle procédurale prudente. À cet égard, la récente proposition de loi visant à lutter contre la fraude financière et à renforcer la sécurité financière que vous avez évoquée et qui doit être prochainement examinée par la Commission des finances de l'Assemblée nationale sera l'occasion d'un débat sur l'opportunité de permettre, dans le cadre d'enquêtes pour abus de marché, que les enquêteurs de l'AMF puissent être saisis en préliminaire par le parquet, le procureur national financier, et en cas d'ouverture d'informations par le siège sur commission rogatoire des juges d'instruction. J'en viens au second temps de mon développement, centré sur le contentieux de la commission des sanctions. C'est le second pilier de notre dispositif français visant à garantir la confiance dans l'intégrité des marchés. Et ce colloque annuel lui est dédié, et c'est donc le lieu par excellence pour en approfondir les contours. Le contrôle des décisions de la commission des sanctions est marqué par la pluralité des acteurs, ordonnés en France autour des deux ordres de juridiction. La Cour d'appel de Paris connaît de tous les recours formés contre les décisions de sanction de la commission des sanctions, à l'exception donc de ceux émanant des professionnels du marché, régulés par l'AMF et dont l'examen est réservé au Conseil d'État. Notre contribution, celle de la Cour d'appel à la régulation des marchés, s'inscrit ainsi dans un profond mouvement de dialogue des juges, lequel se trouve de plus en plus, d'ailleurs, à l'échelle européenne ou internationale, là où se déploient les marchés financiers. La Chambre de la régulation
joue un rôle essentiel de sauvegarde des garanties procédurales en veillant au respect par l'AMF du principe de loyauté de l'enquête et de l'ensemble des exigences procédurales, d'ailleurs maintenant largement appliquées. Ces arrêts prennent en compte aussi les jurisprudences des cours européennes de Strasbourg comme de Luxembourg, mais également celle du Conseil d'État, du Conseil constitutionnel, qui d'ailleurs, grâce à la procédure de QPC, apporte de plus en plus souvent sa pierre à l'édifice, et vous l'avez évoqué à l'instant sur le droit de se taire. La Chambre de la régulation économique participe à ce fécond dialogue. Elle s'attache à dégager des solutions convergentes, pragmatiques et équilibrées afin de concilier au mieux l'objectif de protection des marchés et les exigences des garanties procédurales. Sa vision nécessairement transversale permet aussi une harmonisation de jurisprudence dans les contentieux des sanctions de l'AMF, de l'autorité de la concurrence, dont les recours, comme ceux d'autres autorités indépendantes, sont également portés devant elle. C'est une forme de dialogue qui est moins connue, mais mérite d'être soulignée, une dimension horizontale. Ce dialogue des juges s'impose avec pour objectif commun d'avoir des marchés financiers français toujours plus solides, plus protecteurs des épargnants et utiles à l'économie. C'est un atout, je crois, majeur pour la place financière de Paris, au sein de laquelle la Chambre de la régulation, qui traite aussi du recours contre les décisions de l'AMF en matière d'offres publiques, occupe une place cardinale. Dans le contentieux des sanctions de l'AMF, elle juge à la fois, vous le savez, en fait et en droit, et bénéficie à ce titre d'une compétence nationale dans l'ordre judiciaire. En outre, elle est investie d'un contrôle de pleine juridiction, ce qui lui permet de substituer sa propre décision à celle de la commission des sanctions. Ce rôle lui confère une responsabilité particulière en termes de motivation de ses propres décisions. Pour remplir au mieux son office, la Chambre de la régulation se nourrit de l'analyse des avocats dont les écritures, il faut s'en féliciter, sont toujours de très grande qualité. Mais elle bénéficie aussi d'un mécanisme propre au droit de la régulation, l'éclairage des services de l'AMF au moyen d'observations écrites et orales qui enrichissent le débat contradictoire ainsi que la compréhension du litige et de ses enjeux. La Chambre 5-7 peut aussi être amenée à solliciter l'éclairage de la Cour de justice de l'Union européenne. C'est ce qu'elle a fait le 9 juillet 2020 en prenant l'initiative d'un renvoi préjudiciel sur l'interprétation de plusieurs dispositions de la directive et du règlement abus de marché, sur la question sensible et inédite de l'articulation entre la lutte contre les manquements d'initiés et la liberté de la presse. Ce renvoi a donné lieu le 15 mars 2022 à un arrêt de grande chambre de la Cour de justice, ce qui témoigne de l'intérêt et de l'importance des questions posées. Et la Chambre de la régulation en a ensuite tiré toutes les conséquences dans un arrêt aujourd'hui définitif du 30 mars 2023. Mesdames et messieurs, ce colloque annuel de la Commission des sanctions de l'AMF s'est imposé comme un lieu habituel d'échange entre régulateurs et acteurs de la place de marché. Le nombre et la qualité de l'assistance disent à quel point tous tiennent à ce dialogue. Et si j'ai répondu sans hésitation à votre invitation, c'est que je tiens particulièrement à ce que l'autorité judiciaire se donne les moyens de répondre aux attentes des acteurs en matière de régulation économique. Plus les abus de marché s'organisent, plus la règle doit être lisible, façonnée par des régulateurs et des magistrats spécialisés qui partagent une grammaire commune.
Je vous livre ici une conviction personnelle pour finir. Plus que jamais, la compétence des professionnels constitue le meilleur rempart contre des comportements abusifs pour parvenir à transformer la complexité en sécurité juridique. Et s'agissant de la Cour d'appel, et c'est presque un appel que je vous lance, outre un renforcement indispensable de ses moyens qui sont très modestes en la matière, il y aurait, je crois, de nombreux avantages à créer une filière de la régulation économique composée de magistrats familiers de l'économie, de la régulation, et capables d'articuler le langage régulatoire et l'exigence normative de la Cour de cassation, même si tous les collègues qui font partie de cette Chambre ont toutes ces qualités, mais la question est aussi celle de la relève de demain. En fait, il s'agit de protéger la crédibilité de la sanction qui régule et l'attractivité de la place de Paris. Nous le devons au marché et surtout à celles et ceux qui y confient leur épargne. Car les abus de marché engendrent de grands maux, ils sapent la confiance dans l'intégrité des marchés. Ces maux méritent sanction, une sanction proportionnée et efficace pour que nos marchés demeurent dignes de confiance. Je vous remercie de votre attention.